Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h06. Il y a des moments de plaisir dans la vie et dans la vie d'un journaliste. Et là, aujourd'hui, j'ai plaisir à recevoir Florence Bergeau-Blaclair, qui est anthropologue, qui est chargée de recherche au CNRS et qui publie un livre chez Odile Jacob intitulé « Le frérisme et ses réseaux, l'enquête », préface de Gilles Kepel. C'est un livre que je vous conseille absolument, parce que d'abord, il évoque, évidemment, il traite un sujet essentiel, l'entrisme des réseaux islamiques en France. Et vous posez, bonjour d'abord, bonjour madame. Bonjour. Merci Florence Bergeau-Blaclair, vous posez ces questions-là. Comment se répand la propagande islamiste? Comment les frères musulmans se sont-ils installés en Europe? Comment ont-ils prospéré dans nos démocraties? Quelles influences ont-ils sur les musulmans et ceux qui ne le sont pas? Quel est le rôle des femmes? C'est très intéressant dans le frérisme, ce projet intellectuel, politico-religieux qui vise l'instauration d'une société islamique mondiale où la charia serait imposée, parce que c'est l'objectif. On est bien d'accord, Florence Bergeau-Blaclair. Oui, absolument. J'ai fait connaissance du frérisme ou des frères musulmans il y a déjà 30 ans, alors que je faisais mes études en anthropologie à Bordeaux. Oui. Et il m'a fallu un certain nombre d'années pour comprendre, à partir des informations glanées par une poignée de chercheurs, malheureusement très peu de chercheurs travaillent sur ce sujet, par des lanceurs d'alerte, par des journalistes aussi qui ont fait des investigations très intéressantes. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est faire la synthèse de tous ces éléments, plus les années d'enquête que j'ai réalisées depuis maintenant 3 décennies. Enquête sur les frères musulmans. Hein. Le frérisme, ce sont les frères musulmans. Alors c'est plus que les frères musulmans. C'est plus que les frères musulmans, c'est l'idéologie politico-religieuse qu'ils ont essaimée à partir des pays européens et des États-Unis, donc hors du Dar el-Islam, du territoire musulman. Et si vous voulez, c'est bien sûr la confrérie des frères musulmans en tant que telle, mais c'est aussi tous ceux avec qui ils travaillent ou qu'ils font travailler depuis maintenant 30 ans alors si vous voulez, les frères ne sont pas pour moi de grands théologiens. Alors il y a bien sûr des érudits, mais ce sont surtout des gens de l'organisation, des stratèges. Et le frérisme qui vient de frère, qui vient de Ikhwan, c'est un système d'action qui est destiné à rassembler l'ensemble des musulmans, l'ensemble des composantes du paysage islamique pour les orienter, pour les guider, pour les amener à l'accomplissement de la prophétie califale, c'est-à-dire du califat. Du califat, imposer le califat, donc imposer des théocraties, disons-le, c'est l'objectif. Voilà, par la société, puisque société, voilà. Alors c'est un mouvement qui est né dans les années 1960 de la mondialisation. Oui. Ça n'est pas une importation récente de l'immigration, c'est bien un mouvement mondialiste, qui veut effectivement. Alors quand on dit califat mondial, les gens s'attendent à ce que je parle des chameaux, etc. Pas du tout. C'est plus Dubaï en termes d'esthétique que l'État islamique. Oui. Donc c'est la société islamique, c'est la société qui deviendra, qui devra advenir, parce qu'il n'y a pas d'autre futur pour les frères. Voilà, ça c'est très très intéressant. Vous dites c'est plutôt Dubaï que l'État islamique. C'est un entrisme dans nos sociétés occidentales, avec des buts politiques évidemment, hein, avant même des buts religieux. Et vous dites en plus, c'est très intéressant aussi, vous rappelez que ce n'est pas l'immigration qui est le vecteur. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment très très intéressant. Alors, je vais entrer dans le détail. On va observer une petite pause là. Comme ça, nous aurons plus de temps ensuite pour développer, évidemment. Il faut savoir que ces islamistes-là ont mis, et vous le dites, ont réussi à mettre de leur côté celles et ceux qui condamnent le colonialisme, les wokistes, celles et ceux qui ne veulent plus entendre parler de genre, et une partie de la gauche radicale. Il faut quand même ne pas l'oublier. C'est ça l'entrisme dans notre société française et société occidentale. À tout de suite, 12h11.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 12h15, Florence Bergeau-Blaclair est avec nous, anthropologue. Anthropologue, chercheuse au CNRS et qui publie Le Frérisme et ses réseaux, l'enquête, préface de Gilles Kepel, c'est chez Odile Jacob, et je suis très heureux parce que c'est votre première intervention médiatique ici, sur Sud Radio. Je suis très content parce que vous allez retrouver Florence Bergeau-Blaclair sur tous les médias, dans tous les médias, je peux vous l'assurer, parce que son livre, je le disais, est remarquable. Alors, vous vouliez apporter une précision. Ces frères musulmans, ce frérisme, c'est politico-religieux. Voilà, c'est souvent on passe en fait d'un mouvement cultuel à un mouvement politique, on distingue les deux, et avec le frérisme, on a bien affaire à un mouvement politico-religieux dont la visée est théocratique et qui ne s'arrête pas au monde d'ici-bas, mais qui inclut à la fois le salut collectif, donc le califat, mais aussi le salut individuel, c'est-à-dire l'au-delà. Et ça, c'est très très important parce que on ne peut pas comprendre en fait les caractéristiques de ces mouvements religieux si on ne prend pas en compte le fait qu'ils agissent par plan, que ce sont des missionnaires. Ce sont des missionnaires, voilà. C'est essentiel à comprendre, à mon avis, pour saisir l'islamisme. Avec l'objectif, c'est l'islamisation de l'Occident. Évidemment, de l'Europe, du monde, pas que de l'Occident, et du monde, un séparatisme culturel et moral, social aussi. Évidemment, c'est faire de la France une terre d'islam. Oui, alors alors comment, évidemment, la question se pose de comment peut-on faire ça? Eh bien, les contours du frérisme sont généralement difficiles à appréhender parce que ils se revendiquent comme la norme religieuse. Sa doctrine, c'est l'islam wassat, c'est-à-dire l'islam du juste milieu. Et il veut piloter, organiser la marche en avant de tous les courants, les libéraux, les salafistes, les soufistes, les djihadistes, en s'appuyant sur chacune de leurs spécificités. Donc ils vont négocier plutôt avec la tendance libérale, en tout cas ils vont mobiliser les libéraux de leur mouvement dans la négociation, mobiliser les djihadistes lorsqu'ils ont besoin d'un peu de violence, mobiliser les frérots salafistes lorsqu'ils veulent insister sur l'orthopraxie, mobiliser les soufis lorsqu'ils vont insister sur la spiritualité. Vous voyez, le frérisme, on peut le voir par exemple à la grande manifestation annuelle du Bourget, lorsqu'il rassemble l'ensemble des courants islamiques. Ce sont les parrains, les gens, les ministres, ce qu'on appelle les libéraux musulmans laïcs, courent dans les allées du Bourget pour se montrer, pour essayer de prêcher. Mais ce sont les frères qui dominent tout ça. Alors, l'entrisme, effectivement, ce sont les frères qui dominent. Alors, l'entrisme, évidemment, ils veulent imposer une conception rigoriste de la charia, ça c'est certain. Alors, comment y parvenir? Eh bien, par exemple, achat de la paix sociale ou de la paix scolaire. Il y a volonté finalement de corrompre en quelque sorte une certaine classe politique. Ils agissent par plan. C'est-à-dire que dès les années 60, ils commencent à élaborer des plans qui seront appliqués en fonction du contexte. Donc ils sont très attentifs au contexte. On a l'impression que c'est une espèce de grande pyramide avec un sommet qui dirige tout. Pas du tout. Le sommet coordonne, mais il y a une certaine liberté des frères. Qui sont les acteurs qui sont au sommet? Alors il y a des acteurs au sommet en Égypte, bien sûr. La confrérie est née en Égypte en 1928, mais il y a aussi, pour l'Europe en tout cas, ça se passe plutôt à Paris, à Londres, plutôt à Londres d'ailleurs, à Bruxelles aussi. Il y a des personnalités importantes qui coordonnent. Mais qui ne sont pas toujours publiques, qu'on ne connaît pas. Alors il y a l'Union des organisations islamiques en Europe.
qui est leur représentation européenne. Mais après, après il y a d'autres instances. Cercles de réflexion, il y a la partie visible et toujours la partie invisible chez les frères. Et donc, ils ont une approche organisationnelle qu'on voit très bien si on étudie la sociologie des organisations. Alors, réseau, on peut la association, prédicateur, qui véhicule. Voilà, et ils travaillent par cette secteur. Idéologie, c'est une idéologie. Ils travaillent dans le secteur de l'éducation, les écoles, l'université, la santé, l'armée, les entreprises. Ils travaillent par secteur. Ils travaillent par secteur, d'accord. Et ils essaient d'entrer et finalement de répandre leurs idées. L'idée, c'est préserver les musulmans des lois en vigueur dans les pays où ils vivent. C'est ça. C'est la loi religieuse avant la loi de la République, quel que soit le lieu, quel que soit le pays. C'est ça. Parce que ce qu'ils veulent, c'est la théocratie. Et donc, alors pour ça, ils ont des alliés. Ils font pas ça tout seuls. Non. Donc, je l'ai dit, ils sous-traitent aux autres groupes religieux, mais ils ont aussi des alliés objectifs. Tout le mouvement woke est un allié objectif. L'extrême gauche joue parfois aussi ce qu'on appelle les alliés utiles, les idiots utiles. Quand l'extrême gauche va défiler contre l'islamophobie, c'est organisé par les frères musulmans. Oui, et puis ils ont une approche très cynique de ça. Ils savent que ce sont des alliés provisoires, mais c'est licite, c'est halal. Youssef El-Kardaoui, l'un de leurs prédicateurs, l'a affirmé, l'a théorisé. On peut effectivement passer des alliances avec des mécréants si l'objectif poursuivi est plus important que le mal effectif de passer cette alliance. Oui, halal, là aussi. Le halal, c'est une manière d'imposer, c'est-à-dire que ça se répand. Oui, là ça je l'ai montré dans mon précédent livre. Effectivement, le halal est un instrument de diffusion de la norme frériste qui est d'une efficacité redoutable jusqu'au burkini, jusqu'à la mode. J'allais y venir. Oui, parce que les fréristes ont réussi à instiller l'idée que le port du hijab, le voile, représentait une liberté fondamentale. Oui, alors on n'est pas obligé de les croire, mais ce qui est étonnant, effectivement, c'est que le marketing a embrayé immédiatement sur la formule et que c'est passé. C'est évidemment pas sérieux. Malheureusement, vous avez tous les mouvements néo-féministes qui reprennent ça. Alors, j'ai fait tout un chapitre dans ce livre sur l'endoctrinement des femmes. Alors, c'était très intéressant parce que au départ, je venais en fait les interroger sur la question du halal. Qu'est-ce que représentait pour elles le licite, l'illicite, etc. Et puis, avec ma collègue Fadila Maroufi, on s'est retrouvés dans une espèce de séance d'endoctrinement des plus zélotes vers les plus modérés des personnes qu'on avait invitées à discuter. Et on a tout enregistré et on a fait l'analyse et on en a été stupéfaite de voir en fait comment se formuler, s'élaborer en fait cet endoctrinement dont on était témoin. C'était vraiment extraordinaire. Je le raconte dans mon livre de façon très détaillée et c'est saisissant. C'est saisissant. Un mot sur l'imam Hassani Hussein, qui est au Maroc, qui a été expulsé de France. Moi, je suis étonné qu'il soit soutenu par, je ne sais pas, par exemple LFI, par beaucoup d'élus. Oui, si. Faut le dire. Il y a une gêne quand même. Il y a une gêne quand même autour du personnage. C'est pas un soutien. C'est comme Tariq Ramadan. L'imam Hussein, il faut en prendre et en laisser. Quoi. Il y a le côté religieux, puis il y a aussi le côté personnel. Et puis il y avait peut-être la volonté d'en faire encore un martyr. Il y a une martyrologie aussi de l'extrême gauche. Et puis dites-moi, les fréristes aussi, finalement, usent de. Ils se disent victimes. Et comme dans nos sociétés, nous nous pensons toujours coupables, ils trouvent là un bon terreau, non ? C'est vrai que ça, c'est ce qu'on leur laisse. C'est ce qu'on leur donne, notre culpabilité. Et c'est évidemment le levier qu'ils ont trouvé, qu'ils utilisent pour à peu près nous faire ce qu'ils veulent. La culpabilité, c'est vraiment une arme redoutable. La culpabilisation, plutôt. Mais c'est aussi peut-être la solution pour nous. Il faut cesser de croire en cette
en cette théorie de l'islamophobie qui n'a jamais été démontrée et qui fait vraiment des ravages. Est-ce que la volonté d'expansion est réelle ? Franchement, est-ce que d'abord, elle est concrètement prouvée, montrée ? Oui, j'ai traduit pas mal de textes de la confrérie, donc oui. Vous verrez, c'est tout à fait explicite, c'est tout à fait clair. Est-ce qu'aujourd'hui, elle réussit ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que cette idéologie se répand dans notre pays ? Elle grignote effectivement nos valeurs, notre façon de vivre. Elle réussit assez bien et ce qui m'a frappé, c'était quand j'ai traduit un texte de Youssef El-Kardaoui qui date de la fin des années 80 et qui prévoyait ce qui allait se passer dans les 30 années à venir. Oui. Et il a raison. Tout ce qu'il a dit qu'il se passerait, c'est effectivement produit, parce qu'il l'a voulu, bien sûr, mais on voit bien que les plans des frères, ils avancent, effectivement. Et je rappelle encore une fois que ce ne sont pas les vecteurs, les véhicules, ce ne sont pas celles et ceux qui viennent, les nouveaux migrants, ce sont notamment les nouveaux convertis, les convertis, qui peuvent être pas du tout d'origine maghrébine ou autre, qui sont les nouveaux convertis. Dans le livre, je parle de ce qu'on appelle l'islamisation de la connaissance, et ça passe par les universités. Oui. Les universitaires sont très largement responsables de la frérisation de la société. Ça, j'en parle en détail. Donc, effectivement, ça n'est pas une question d'immigration. Bien sûr, l'immigration peut jouer, mais c'est surtout un phénomène d'intelligence, un phénomène idéologique qui est né, qui est adapté à la mondialisation. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci, c'est votre première et vous en allez avoir beaucoup d'autres sollicitations médiatiques, c'est certain. Florence Bergeaud-Blaclair, le titre de votre livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, préface de l'ami, je le salue, Gilles Kepel, que je connais depuis longtemps, et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci de nous avoir accompagnés ce matin sur l'antenne de Sud Radio. André Berkoff.